Bonjour, quatrième entretien de la matinée à lire à Limoges. Cette édition a eu lieu et je tiens encore à remercier tous les organisateurs de cette manifestation dans un climat très compliqué pour les librairies, pour les auteurs, pour les médiathèques, pour les médias, on peut le dire en général. Je suis ravi d'accueillir sur ce plateau Andrei Makin, qui vient de faire paraître L'Ami arménien, sous la couverture jaune de Grasset. Pour vous, Andrei, c'est important de fréquenter les librairies, les salons, les rencontres avec le public? Oui, en Russie, c'était des petits foyers de culture, d'intelligence, et même, je dirais, plus que cela, de résistance. Parce que, voyez-vous, on trouvait dans des librairies à Saint-Pétersbourg, qui s'appelait à l'époque de mon enfance Leningrad, on trouvait des livres anciens. Et même la fameuse bibliothèque rose que vous avez connue, en fait, de ces auteurs. Et la bibliothèque verte. Et la bibliothèque verte, voyez-vous. Et on se disait toujours, quand j'achetais, il ne coûtait d'ailleurs pas très cher, quand je tenais ces jolis volumes dans mes mains, je me disais, mais comment pourrais-je imaginer le destin de celui qui lisait? Quels sont ses yeux, ses regards, mais peut-être des centaines de regards qui se sont posés sur ces pages. Et ça a créé en moi déjà un rapport un peu charnel vis-à-vis du livre et vis-à-vis du métier de libraire. Andrei Makin, parlons de L'Ami arménien. C'est un livre, moi, qui m'a bouleversé. Non, qui m'a ému et après bouleversé. C'est une histoire qui pourrait être la vôtre. C'est une histoire des Arméniens partis de leurs frontières et de leur royaume, si on pouvait le dire, qui se sont retrouvés à 5000 km de là, hein, si mon sens de la géographie n'est pas trop mauvais, en Sibérie. C'est l'histoire de deux petits garçons, deux adolescents. Deux ados, qui sont dans un orphelinat. L'un est dans un orphelinat. Et l'enfant arménien, justement, l'ami arménien, Vardan, il vit avec sa mère. Voilà. Sa mère dans un petit appartement de location. Oui. En périphérie de la ville. Hein. Oui. Cette histoire, comment elle est arrivée dans votre vie? Pourquoi écrire maintenant sur cette histoire-là? Mais qui disait cela? Michelet disait ça. Mais à mon avis, fort justement, il faut faire parler les silences de l'histoire. Les silences de l'histoire. Ou il faut parler les silences de nos proches, de nos amis, de ceux qui ne peuvent pas s'exprimer. Schreiber a essayé, Jean-Claude Servan Schreiber a essayé avec quel insuccès et quel mépris on a rejeté tout ce qu'il avait à raconter. Cet ami arménien, la même chose. La même chose. Si je n'avais pas parlé de lui dans ce livre-là, mais quel écho aurait reçu sa vie? Rien du tout. Il aurait représenté une de ces ombres humaines qui passent dans ce bas monde et qui s'en vont pour toujours, c'est tout. Alors ce roman, pourquoi il m'a ému? D'abord, grâce à la qualité littéraire. Je veux dire, c'est un roman très dense, c'est un roman construit d'une manière où on ne peut pas lâcher le livre. Il est vrai que cette histoire est prenante de ces deux jeunes garçons dont l'un va sauver l'autre, enfin plutôt de la violence, puisque Vardan n'est pas un joueur de football bien baraqué, au contraire, il est un peu en marge, il est un peu différent, et le Russe va l'aider, va un peu le sauver. Donc quelque chose va les relier très vite, puisque... Au-delà de ça, je vous coupe, pardonnez-moi Antoine, au-delà de ça, c'est pas seulement le salut, c'est plutôt l'Arménien qui propose une voie de salut, où il esquisse ce salut en disant, écoutez, ce monde est tel qu'il est, ce monde est violent, absurde, stupide et turpide, mais il y a un autre monde. Et voilà, ce qui m'a étonné chez ce garçon, c'est le fait qu'il puisse, malgré sa maladie, parce que c'est un enfant qui était atteint d'un syndrome, enfin d'une maladie assez grave, malgré cette maladie, malgré les drames de son pays, il avait cette capacité à créer un monde qui préservait quand même une part de tendresse, une part de poésie, même de bonheur, parce que c'est un enfant qui
était heureux, mais à sa façon. À sa façon. Il comprenait très bien que, étant adolescent, il devait normalement s'engager sur cette voie royale, comment vous dire, des jeunes qui s'affirment. Oui. Ils s'affirment, ils écrasent l'autre, Oui. ils se battent. Oui. Il faut apprendre l'agressivité de ce monde. Oui, oui, oui. C'est ça, cette période-là où le garçon devient prédateur. Ah, c'est très bien décrit parce qu'il est le bouc émissaire à un moment. Mais pas seulement lui, mais vis-à-vis des femmes, Oui. vis-à-vis d'autrui, Oui. vis-à-vis de la société. L'homme doit s'imposer, il doit trouver sa place sous le soleil. Et ce garçon, Vardan, il dit non, il y a une autre voie. Je vais vous la faire découvrir. Une voie poétique, une voie qui peut être considérée presque comme, comment vous dire, comme un pas à l'écart du monde. Il ne refuse, il ne rejette pas ce monde. Il sait très bien que le monde est monolithique, il est là, il est posé comme cela. Il faut connaître les règles de ce monde, avec les guerres, avec les massacres, avec cette extrême violence qui règne entre les humains, mais on peut vivre autrement. Donc, même sa maladie, vous voyez, finalement, ses jours sont comptés, mais sa maladie, il a retourné cette fatalité. Et il a découvert un champ des possibles tout à fait différent en disant, écoutez, il y a une autre façon de se sentir en vie, de se sentir vivant. Alors, vous le dites à un moment, il est trop pur, il est trop mûr, il est trop fragile. Et comme il va, donc, cette amitié va se nouer d'une manière très forte, ils vont se retrouver dans ce quartier en marge de la ville, que vous appelez le bout du diable, le royaume d'Arménie. Et on va s'attacher à ce royaume et à ces personnages. Et on retrouve un élément que vous aviez déjà dans le Testament français, la photo. Il y a 2 photos qu'on trouve dans la maison de Vardan. Allez-y, expliquez-nous. Les lecteurs vont le découvrir. Laissons un tout petit peu de mystère, parce que si on commence à raconter le contenu du livre, quel intérêt dans ce cas-là? Non, André. Là, oui, non, oui, vous êtes un libraire qui est un libraire qui aurait un but tout à fait vertueux, c'est-à-dire faire de donner envie de accrocher un peu. De donner envie de Mais je lire. pense que les lecteurs sont suffisamment intelligents pour savoir que ces 2 photos, tout simplement, ils présentent 2 familles arméniennes Voilà. dont il ne reste rien. Voilà. Et grâce à ce livre, vous voyez, je vous parle toujours de ces silences de l'histoire. Grâce à ce livre, ces victimes oubliées peuvent tout à coup renaître. Le livre sert à cela, oui. Alors, vous permettez que je lise un passage quand même. Bien sûr, bien sûr. André Makin. S'il avait détaillé la chronologie des événements, fulminé contre la haine qui dresse les peuples les uns contre les autres, et qu'en me racontant la vie de ces 2 familles, il avait cherché à expliquer, à argumenter, à chiffrer le nombre de victimes, je n'aurais sans doute jamais éprouvé cette sensation d'intense proximité avec ceux qui répondaient à mon regard. Perdu dans le temps de ces vieilles photos, j'aurais écouté, en suivant la liste des massacres et en me disant « Eh oui, après tout, ce n'était qu'une tragédie de plus dans ce siècle noyé de sang. » Bien des années plus tard, j'apprendrai qu'il s'agissait d'1,5 million de personnes anéanties. Et même ce décompte funèbre, si Vardan l'avait évoqué dans son récit, se serait égaré au milieu d'autres bilans d'extermination, presque 40 millions dus aux tueries révolutionnaires et puis staliniennes en Russie, des millions, anonymes ou non, annihilés dans les camps nazis. À force de compter en millions toute capacité à s'émouvoir s'émousse, le désir le plus sincère de compatir faiblit. Et l'étude de la situation historique se dirige, qu'on le veuille ou non, vers l'analyse, l'arbitrage des faits, vers l'illustration raisonnée qui dérape dangereusement sur la frontière de la justification. Je me souvenais comment, du temps de mon enfance, certains adultes, restés admiratifs de Staline, expliquaient l'époque des répressions. Ils finissaient souvent par excuser l'horreur des massacres, soi-disant nécessaires aux bienfaits futurs qu'apporteraient les révolutions et les guerres civiles. Quand on abat une forêt, les éclats de bois volent. Oui, ces copeaux humains, ces vies sacrifiées sous la hache des faiseurs de l'histoire.
C'est une très belle page. Les gens, les familles qui sont photographiées sur ces deux clichés ont péri en Syrie, dans le désert syrien. Et voyez-vous comme le temps est tragiquement cyclique. 300 000 personnes abattues dans le dernier conflit syrien. Déjà, 300 000 personnes. Donc, ne pas proposer une issue, ne pas proposer cette esquisse de salut d'une autre dimension, d'une autre vie, à mon avis, c'est trahir le but même de la littérature. Voyez-vous, nous avons fait ce petit crochet, ce détour par Kant en disant, mais finalement, l'art doit être inutile. Oui, formellement parlant, il a tout à fait raison. Vous voyez, il ne doit pas y avoir une réflexion sur tel ou tel élément dans l'écriture ou dans la peinture qui soit chargé d'un but précis, d'une fonctionnalité. Mais en même temps, le but humain, la visée humaine, doit quand même toujours avoir présent en esprit cet humanisme. Dire que, comme disaient d'ailleurs les chrétiens, verser le sang d'un chrétien, si un chrétien verse le sang d'un autre chrétien, il verse le sang du Christ. Voyez-vous, ça peut paraître complètement déraisonnable aujourd'hui, n'est-ce pas? Non, enfin, attendez, c'est une expression religieuse et elle est inaccessible dans ce bas monde. Mais si on ne vise pas cela, si on ne dit pas des choses aussi graves, les guerres recommencent. On a parlé des deux adolescents, alors je ne vais pas raconter le livre parce que sinon vous n'allez pas être d'accord avec moi, André Makin. Non, mais parce quand même, vous le tuez un peu. On tue quand on commence à raconter. Mais quand même, j'aimerais que, brièvement, il y a la mère de Vardan, Shamiran, un personnage magnifique. Il y a sa sœur, et puis il y a un vieux sage. Ce vieux sage qui s'appelle Sarven, c'est ça? Sarven, oui. Quelle est sa force? Mais d'après vous, parce non, que vous êtes un lecteur. C'est vous l'écrivain. Moi, je suis un écrivain. Non, justement, un écrivain qui commente ses livres, je trouve que c'est vraiment mal à propos. Tandis qu'un lecteur, voyez-vous, imaginez, Antoine, je vous aurais dit, ah, mais vous savez, ce roman m'a bouleversé, l'écriture de ce roman m'a bouleversé. C'est ce que je vous ai prétention. Voilà, le lecteur peut le dire, mais de la part d'un écrivain, c'est une prétention inouïe. Oui. Je vous repose la question différemment. Oui. Sarven est un sage. Bon. Quelle est sa qualité? Quel est son regard? Son regard, c'est le regard du soleil. À un moment, il cite un proverbe, ce proverbe arménien que j'aime beaucoup. Avec ce garçon, donc, qui est le narrateur, il monte sur un rempart de terre et il voit le couchant. Et le soleil est très rouge. Et Sarven dit, voyez-vous, tu vois, il y a chez nous un proverbe. Le soleil, le soir, le soleil se couche en rougissant d'avoir vu trop de misère, trop de honte dans la journée. Et il a honte, le soleil a honte d'avoir vu tant de turpitude, tant de meurtre, tant de violence dans ce bas monde. Et voyez-vous cette réflexion qui paraît proverbiale, donc très simple, très concise, cette expression seule, à mon avis, résume beaucoup de choses. Ce n'est pas du moralisme, ce n'est pas de la moraline, voyez-vous. C'est tout simplement ouvrez les yeux, pauvres mortels, ouvrez les yeux. Notre vie est si brève, et si vous la passez en vous étripant les uns les autres, ce n'est peut-être pas le meilleur emploi du temps. Alors c'est curieux, pour la fin de cet entretien, je vais lire la première phrase. Il m'a appris à être celui que je n'étais pas. Parce que celui que vous êtes, c'est un format fabriqué par le regard des autres, n'est-ce pas? Donc il faut se détacher de ce regard, du regard social, du regard intéressé, du regard utilitaire, et puis devenir ce que vous êtes véritablement. Et en l'occurrence, un bon lecteur, que je félicite. Je vais montrer les 3 livres, mais on pourrait lire toute votre œuvre. Hein. Mais comme moi, j'ai relu le Testament français, que je n'avais pas lu depuis très longtemps, avec beaucoup de plaisir, je tiens à le montrer dans la collection de poche, Folio, chez Gallimard. Et puis,
Le pays du lieutenant Schreiber, couverture jaune, Grasset, et enfin L'ami arménien que vous venez de publier également chez Grasset. Merci André Makin d'être venu à Limoges. Merci à vous, cher et Antoine. merci d'avoir accepté cet entretien. Merci à bientôt.